Bonjour à toutes et tous. Vous verrez dans quelques instants la captation vidéo de l'atelier du 22 février 2022 qui portait sur la vision de développement du centre-ville de Magog. Je m'appelle Mathieu Desbordes et je fais partie de l'équipe de Gotha Participation qui animait cet atelier. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnement à toutes et tous. Il y a des gens qui auraient des petits décalages, je crois. Donc, on admet au fur et à mesure. On s'excuse de peut-être des petits aléas, mais on veut s'assurer que tout le monde puisse bien entrer, que tout le monde puisse être bien présent pour la soirée. Donc, je réitère, les intervenants, je vous les ai présentés. Maintenant, je vous explique les deux objectifs de cette consultation de ce soir. Donc, le premier objectif qui est celui de définir, conjointement avec vous les participants, une vision de développement du centre-ville de Magog pour les prochaines années en ce qui a trait à trois éléments, donc son cachet distinctif, son architecture et son patrimoine, des éléments de hauteur et densité, de même qu'à l'hébergement commercial, donc ce qu'on appelle la location à court terme. Le deuxième objectif, c'est qu'à la suite de cette soirée de consultation, le conseil municipal évaluera si des modifications doivent être apportées à la réglementation d'urbanisme. Donc, je tiens à préciser quelque chose. Cette consultation-là, elle s'effectue en amont de toute décision. Donc, il n'y a pas de vote ce soir sur la réglementation d'urbanisme. C'est vraiment une séance de consultation pour vous entendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la consultation, elle est destinée et dédiée aux citoyens de la ville de Magog. Donc, la démarche de ce soir, elle s'inscrit dans une démarche qui a déjà été initiée en 2013. Donc, en 2013, ça a été le début de la démarche. De 2015 à 2018, il y a eu des gestes de posés, des rénovations de façades commerciales, des subventions. En 2019, réaménagement de la rue principale par la ville de Magog. On aurait peut-être dû indiquer, bien, tout le monde se souvient du tristement célèbre feu de 2018. Donc, en 2019, il y a eu un réaménagement de la rue principale par la ville de Magog. En 2020, il y a eu différentes demandes de modifications réglementaires pour les zones du centre-ville, donc en ce qui a trait à la hauteur et les locations à court terme. En la même année, en 2021, vous vous souvenez certainement qu'à la fin de l'année, en décembre, il y a eu un moratoire temporaire de développement sur deux terrains stratégiques qui sont soit l'îlot du Quai. Donc, et en 2022, la séance de ce soir, du 22 février, s'inscrit dans les consultations publiques sur les projets de règlement hauteur et location à court terme. Donc, voilà pour les petits rappels des démarches qui ont déjà été réalisées. Ça date de 2013 et ça s'est fait en continu jusqu'à celle-ci de ce soir. Alors, immédiatement, il me fait plaisir de céder la parole à la mairesse de la ville de Magog, Mme Nathalie Pelletier, qui va vous dire quelques mots de bienvenue. Mme Pelletier, le micro est à vous. Alors, merci. D'abord, bonsoir et au nom du conseil et de l'administration municipale, je vous remercie d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation et de prendre le temps de venir discuter de votre vision de développement pour votre centre-ville. À la suite de la revitalisation du centre-ville que nous avons complétée en 2019 et 2020, ce secteur est rendu à une étape importante de son développement. Et oui, nous voulons du développement. Nous voulons favoriser l'essor et la vitalité de notre rue principale, mais l'encadrer également. Donc, ce soir, c'est ce qu'on va vous demander de faire, répondre à certaines questions pour connaître quelle est la vision des citoyens pour l'avenir de ce secteur. Donc, une discussion avait été amorcée l'an passé lors d'une consultation, mais nous voulons aller plus loin, notamment en lien également avec le cachet qui n'avait pas été entamé, qui n'avait pas été abordé l'an dernier.
Donc, cette rencontre est organisée par la Ville de Magog conformément à sa politique de participation citoyenne. Nous offrirons une formule de participation différente qui nous permettra d'aller encore plus loin, comme je vous disais. Tous les membres du conseil sont présents ce soir, plusieurs membres également de l'administration municipale, mais nous aurons les micros et les caméras fermés durant les discussions pour vous laisser toute la place. Alors, au nom du conseil municipal et de l'administration, merci d'y participer et bonne soirée. Bien, merci infiniment, Mme Pelletier, pour ces mots d'introduction. Donc, ça inaugure notre soirée de consultation. Merci. Mathieu, si tu peux mettre le déroulement. Donc, je vous explique comment va se dérouler la soirée. Alors, elle va se faire en 6 moments importants. Donc, d'entrée de jeu, tout de suite après cette présentation-là, vous aurez des informations sur la démarche participative pour le centre-ville, c'est-à-dire que M. Brault va vous faire dresser un portrait, vous donner de l'information pour qu'on ait tous la même information de base pour pouvoir ensuite discuter en sous-groupe. Donc, il y aura 3 sujets abordés en sous-groupe. Donc, le premier, je vous demanderai de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Donc, la première discussion, la première discussion se fera sur le cachet distinctif de la ville, du centre-ville, donc son architecture et son patrimoine. Le deuxième sous-groupe sera sur la hauteur et la densité. Et nous terminerons les discussions avec le sujet de l'hébergement commercial, donc la location qu'on dit à court terme. Rapidement, nous allons clore la soirée en vous présentant les prochaines étapes, parce qu'il y a des choses qui vont compléter cette séance de ce soir et on va pouvoir clore vers 21h. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas de période de questions générale parce que l'objectif de ce soir, c'est vraiment de vous entendre sur vos propositions, sur vos intentions, sur ce que vous souhaitez voir et vivre dans votre centre-ville. Donc, c'est pour ça que la formule de consultation en petits groupes a été privilégiée et vous aurez des animateurs, preneurs, preneuses de notes dans chacun des sous-groupes, des animateurs qui sont neutres et qui seront là pour faciliter les échanges. Donc, voilà pour le plan de match de la soirée. Alors, je cède immédiatement la parole à Philippe pour une présentation globale. Donc, c'est à toi, Philippe. Merci, Sonia. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis content d'être parmi vous ce soir, même si je n'ai pas la chance de tout vous voir sur mon écran, même s'il fait 27 pouces au-dessus de moi. D'ailleurs, j'ai les yeux des fois au-dessus, c'est pour vous regarder vous. Là. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel de tout ce qui a eu lieu dans, disons, les 12 derniers mois essentiellement. Tout d'abord, la zone d'études que j'aimerais vous présenter, elle a été publiée. Vous allez reconnaître la carte. Mathieu, tu peux changer la diapositive. Donc, la zone d'études visée, qu'on appellera pour le reste de la soirée le centre-ville de Magog, est compris entre les rues Sherbrooke et la petite rue du Lac, là, à l'est, juste un petit peu avant le marché végétarien pour vous localiser. Puis ça se situe 100% au nord de la rivière Magog. Suivant l'exercice de consultation publique de l'an passé là, que Mme Dumont a parlé, vous avez peut-être participé d'ailleurs l'an passé, il y a eu 2 changements réglementaires principaux au règlement d'urbanisme pour ce secteur-là en orangé sur la carte. Le premier changement concerne la question des hauteurs au centre-ville. Tu peux changer, Mathieu. La question des hauteurs au centre-ville a été traitée par règlement l'an passé. Certains immeubles, on parle d'à peu près 20% des immeubles de la rue
du centre-ville, plus ou moins 26 là, que ça représente, propriétés, dont 7 terrains vacants, pour vous donner une idée, ont la possibilité, depuis l'an passé, de demander la possibilité de construire un 4e étage. Parce que de plein droit, en vertu de notre règlement de zonage, excusez-moi mon chat, c'est de 2 à 3 étages qui est autorisé sur la rue principale. Donc, sans avoir à demander un avis au conseil municipal, c'est ce qui est permis, que les inspecteurs ont le droit de donner un permis de construction. S'ils veulent aller au-delà, les 26 bâtiments qui font Oh, on a Philippe qui a gelé. Plusieurs critères d'évaluation. Donc, ce qui est important de comprendre, ce ne sont pas tous les bâtiments de la rue principale qui ont le droit d'aller à 4 étages. Ça, c'est un point très important. On parle de plus ou moins un bâtiment sur 5 là, en moyenne. Deuxième chose très importante, c'est de comprendre que le 4e étage en question, bien, il est obligé d'être au moins 2,5 mètres en retrait par rapport à la rue. Ça correspond à peu près 8 pieds, ça. Donc, comme vous voyez sur l'image de droite, là, le 4e étage doit être au moins à 2,5 mètres de la rue. Donc, pour vous donner une idée, j'aurais un ensemble de 3 bâtiments, 3 immeubles que je voulais vous présenter, qui, eux, auraient la possibilité, demain matin ou dans 5 ans, avec le même règlement qu'aujourd'hui, de construire un bâtiment, de demander à pouvoir faire un bâtiment au-delà de 3 étages. Donc, vous comprenez que l'immeuble à gauche, qui est, voyons, la boutique Newport avec 2 étages de logement à l'heure actuelle, le stationnement à sa droite, puis le bâtiment de 2 étages à l'extrême droite. Donc, ces 3 immeubles-là, individuellement ou ensemble, je pense que ce n'est pas les mêmes propriétaires à l'heure actuelle, pourraient faire une demande pour avoir un 4e étage conditionnellement à l'approbation du conseil municipal et une consultation publique également. Donc, c'est l'équivalent d'un amendement réglementaire par projet. Ensuite de ça, le deuxième grand volet qui a été discuté l'an passé puis qu'on va reparler ce soir parce que la hauteur va être rediscutée, il y a la question de l'hébergement commercial de type location court terme. Le terme officiel, en vertu de la commission de la corporation touristique, appelle ça des résidences de tourisme. On parle tous de la même chose. On peut appeler ça aussi Airbnb, qui est la plus populaire plateforme de location à court terme au niveau mondial, là. Donc, on parle tous de la même chose. C'est une unité d'hébergement qui est louée, donc c'est un usage commercial pour moins de 31 jours. C'est la définition officielle. Ce qui est important de comprendre, d'ailleurs, la zone, je l'ai réindiquée, elle va un petit peu moins loin à l'est, elle ne se rend pas jusqu'aux végétariens. Là, elle arrête principalement entre Sherbrooke et la rue Mairie. Ce qui est important de comprendre, c'est que les nouveaux projets de construction qui veulent faire de l'hébergement de type Airbnb, ils peuvent le faire, mais à raison de 100 %. Ils ne peuvent pas mélanger des logements à court terme et des logements à long terme. Ça, c'est une première chose qui est importante parce qu'il y a eu évidemment des réflexions sur la cohabitation dans un même immeuble de ces 2 usages-là qui peuvent être incompatibles parfois, une clientèle de passage puis une clientèle des citoyens, en fait. Donc ça, c'est une chose importante. L'autre chose, c'est qu'il y a un maximum de 50 unités dans l'ensemble de la zone orangée à l'écran qui pourraient être convertis donc des immeubles existants qui disent de logements réguliers voudraient passer à des logements en commerciaux en location court terme. Au total, il pourrait juste en avoir 50 à partir d'immeubles existants. Pour vous donner une idée, en ce moment, dans cette zone-là, il y a à peu près 150 logements permanents. Donc, il n'y aurait jamais plus de logements à court terme en conversion, je veux dire, que de logements réguliers. Ceci étant dit, des nouveaux projets, il peut en avoir qui, eux, ne seront pas limités, par exemple. Mais il y a moins de possibilités, considérant que la rue est principalement construite, là. Ensuite de ça,
je ferai un rappel de la consultation de l'an passé. Tous ces deux changements-là réglementaires ont suscité en fait des nombreuses réactions de la population. On vous a entendu écouter, il y en a qui étaient positives, il y en a qui étaient négatives. Ça a un peu fait découler la consultation d'aujourd'hui, en fait du mois de février. Les principaux enjeux, là, si on essaie de les résumer en trois, là, ce sont l'identité du centre-ville. Les gens étaient inquiets, en fait, à savoir que la transformation, justement, des bâtiments existants, des terrains vacants, pourrait faire perdre l'ADN de la rue principale telle qu'elle est. Ça se traduit, évidemment, principalement par l'architecture et le patrimoine bâti existant. Le deuxième enjeu, c'est la dynamisme et l'attractivité du centre-ville. On parle ici au niveau urbanistique des usages et activités autorisées, de hauteur, de densité d'occupation, etc. Puis finalement, la cohabitation de toutes ces activités-là au centre-ville, qui dit densification, dit plus d'usages, plus de clientèle différente, de passages ou régulières qui auront à vivre sur un même espace, en fait. Donc, ça nous a permis de, disons, regrouper ça sous 3 sous-discussions ce soir, qui seront le cachet du centre-ville, on pourrait résumer aussi à l'identité du centre-ville, la densification, puis l'usage de location court terme qui revient également sur la table ce soir. Donc, tu peux reprendre la parole, Sonia. On pourrait lancer les... Oui, merci beaucoup, Philippe, pour ces explications. Donc, alors, nous, on a l'habitude, Mathieu et moi, de travailler avec une charte de participation pour que les participants, puis nous aussi, facilitateurs, bien, on s'engage. Donc, ce que je vous invite à vous engager, à vous écouter les uns les autres, à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, parce que dans les échanges, des fois, on n'a pas le même point de vue, d'arriver à mettre entre parenthèses peut-être l'intérêt individuel que l'on a au profit de l'intérêt collectif et de participer à élaborer des propositions durables et adaptées aux besoins de la communauté. Je vous disais que nous, comme facilitateurs et aussi vos animateurs dans vos sous-groupes, bien, nous nous engageons à faciliter la participation de toutes et de tous dans un esprit de neutralité et d'écoute pour agir de manière équitable et respectueuse avec les participants, toujours dans le but de permettre une diversité de points de vue et de s'assurer d'une démarche qui soit transparente, qui soit objective et évolutive. Et nous allons rendre compte des activités de consultation. Donc, c'est pour ça que dans chacun de vos sous-groupes, les animateurs, les animatrices vont colliger tout ce qui aura été dit durant les échanges pour pouvoir les intégrer dans un rapport qui sera rédigé à la fin de la consultation. Donc, Madame la mairesse vous a fait un mot de bienvenue d'entrée de jeu où elle a déjà mis ces mots en bouche. Donc, la Ville s'engage à vous écouter ce soir. Elle s'engage aussi, c'est ce qu'elle a fait, elle a initié et elle a encadré la démarche de consultation, à alimenter la réflexion, en fait, votre réflexion et la réflexion de tous en fournissant des informations techniques, notamment, c'est ce que Philippe vient déjà de vous faire et ce qui va se poursuivre tout au long de la soirée. Et la Ville s'engage également à recevoir le résultat de la démarche de consultation. Donc, si vous êtes d'accord, c'est l'engagement qu'on se fait collectivement ce soir pour le bon déroulement de notre soirée. Alors, je vais redonner de nouveau la parole à Philippe qui va introduire le sujet de la première discussion, à savoir le cachet distinctif du centre-ville de la ville de Magog. Merci, Sonia. Donc, la première thématique qui sera discutée ce soir, là, ça sera le cachet distinctif, comme on le voit à l'écran, avec des très belles images d'ailleurs, le nouveau centre-ville. Ça agrémente la présentation de ce soir.
Donc, c'est la partie la plus générale, puis c'est la plus simple, je dirais, à comprendre, c'est qu'on veut aller chercher ce soir votre expérience à vous du centre-ville de Magog, votre expérience comme citoyen, comme commerçant, comme hôtelier, comme professionnel en aménagement ou comme promoteur. Tous les gens ce soir qui sont là, ils ont leur propre expérience du centre-ville. C'est ça qu'on veut aller chercher comme information. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On veut savoir les raisons qui vous incitent à fréquenter le centre-ville, personnel ou professionnel, à le trouver beau, à le trouver moins beau. Donc, vous avez le droit de tout nous dire ce soir, puis il n'y aura aucun jugement de notre part. Pour nous inspirer puis vous donner des idées, je vais vous présenter quelques images d'autres centres-villes pour vous faire réagir puis réfléchir. Donc, premièrement, ici, la prochaine photo, mon Mathieu. Oups, l'autre. Celle-là est très belle d'ailleurs, mais c'est encore Magog. OK, ici. Donc, cette image-là, puis il y en a qui savent peut-être c'est où, puis ça n'a pas d'importance. Je vous le dirai plus tard si ça vous intéresse, mais qu'est-ce qui distingue le centre-ville de Magog, en fait, de celui que vous voyez à l'écran? Donc, ce que moi, j'observe là, en regardant, bon, il y a des bâtiments de 4 étages qui côtoient des bâtiments de 3 étages. Celui-là, il n'y a pas celui qu'on voit à l'écran de 4 étages en arrière avec des petites tourelles. Il n'y a pas de retrait par rapport à celui, mettons, à notre réglementation à nous. Donc, il est exactement à la même façade que les bâtiments voisins. Il y a différents types de matériaux. Il y a une rue très animée. Là, on peut présumer que c'est peut-être temporaire. Là. Il y a une pancarte qui montre que c'est piéton aujourd'hui, peut-être pas le reste de l'année ou le reste de la semaine. Donc, il n'y a aucune voiture. Là. On voit ici d'ailleurs, mais il y a une belle perspective sur un monument historique. On présume là, une église là, au bout de la rue qu'on voit très bien, puis qu'il y a peut-être même des rappels avec la brique rouge puis la tourelle. Les petites tourelles du bâtiment en arrière et le clocher de l'église. Donc, ça, c'est ce que j'observe. Puis, il y a des choses, je trouve, qui ressemblent beaucoup à notre centre-ville d'ailleurs. Puis, je vous présente une autre image un peu plus proche de nous. Vous allez probablement savoir où ça se trouve. Donc, ici, qu'est-ce que j'observe? En fait, il y a une terrasse en avant-plan à gauche, une terrasse commerciale. Il y a des arbres. Bon, en tout cas, en premier plan, il y a des arbres assez imposants qui offrent de l'ombre en avant-plan quand même sur la rue. C'est intéressant. Des bâtiments plus de 3-4 étages. Cependant, les étages ne sont pas alignés. En fait, si on regarde la fenestration, là, le 4 étages et le 3 étages, il y a un petit décalage. Ça n'accroche pas l'œil tant que ça, mais les bâtiments, même s'ils n'ont pas le même nombre d'étages, ils ont presque toute la même hauteur du point de vue qu'on a à l'heure actuelle. Il n'y a aucun balcon sur rue à cet endroit-là. Donc, peut-être c'est peut-être pas des logements non plus qui inviteraient à avoir un balcon. Donc, c'est le genre de choses qu'on a envie d'entendre ce soir. Donc, prochaine image, vous allez la reconnaître. C'est une autre belle photo suivant les travaux de revitalisation du centre-ville qui montre un bâtiment, plusieurs bâtiments, dont l'ancien hôtel Grand Central. Il y a une belle lithographie à droite. Parce qu'évidemment, parler du centre-ville, parler de ce qu'on voit, ça passe beaucoup par le patrimoine bâti, le cadre bâti. À titre d'information, le centre-ville de Magog, l'âge moyenne de construction des bâtiments est de 1925, presque centenaire. Ça, c'est l'âge moyen. Il y en a des très jeunes, il y en a des très vieux, plus vieux que 1900. Là. Il y en a dans les 1800, je pense qu'il en reste très peu, mais il en reste. Mais la moyenne, c'est 1925. Puis, ça, c'est un des témoins qui est quand même assez ressemblant, sauf les galeries, là, du premier coup d'œil rapide. Les galeries n'ont pas franchi le cap des années. Pour terminer, je dirais que l'autre aspect très important qu'on veut aussi traiter dans le cachet distinctif du centre-ville, à part le paysage bâti, urbain, c'est l'aspect ambiance qu'on ressent quand on s'en va au centre-ville à Magog. C'est là que je vous dis, on veut aller chercher votre expérience. Qu'est-ce qui forge l'identité d'un centre-ville? C'est en bon français la vibe. On sent comment quand on marche, quand on fait du vélo, quand on passe en voiture, sa rue principale.
Magog, pour moi, là, c'est très personnel, une ambiance, je trouve, qui est quand même bien à elle. La formule est assez gagnante parce que les gens l'utilisent couramment. On voit qu'il y a toujours du monde à Magog. Puis ça se transforme beaucoup au rythme des saisons. Ce n'est pas régulier, là, évidemment. Là, il y a des saisons plus creuses que d'autres, mais il y a toujours du monde. Puis c'est très, très animé. Donc, ça lancerait la première discussion. On a hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Philippe. Donc, ça met la table. Je vois une main levée de M. Charette. Normalement, on n'a pas de questions, à moins que ce soit vraiment une précision sur l'information qui a été transmise par M. Gros. Est-ce que c'est le cas? C'était pour passer un commentaire sur les images qu'on a vues, mais vous suivez. Vous aurez eu l'opportunité, M. Charette, de le faire dans votre sous-groupe avec plaisir. Parfait. Merci. D'accord, très bien. Alors, c'est maintenant le moment de vous distribuer dans différents sous-groupes. Donc, vous aurez un message. Là, je vais m'assurer que Mathieu a eu le temps de faire le partage des groupes parce qu'il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à la dernière minute. Donc, vous allez vous retrouver en sous-groupe. Ça va se faire automatiquement. Vous pouvez cliquer pour vous faire transférer, sinon ça va le faire automatiquement. Donc, le premier sujet de ce soir, c'est vraiment sur le cachet du centre-ville. Comme Mathieu est en train de terminer, je vais faire l'introduction que les animateurs vous auront fait. D'accord? Mais je vais vous la faire. Alors, l'objectif, c'est vraiment de déterminer ce qui distingue la rue principale du centre-ville de Magog de celui d'une autre rue principale, qui serait dans une autre ville, soit Saint-Jean-sur-Richelieu, soit la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec ou du Vieux-Chambly, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier et vous aurez des questions qui vous seront posées spécifiquement, mais d'identifier les signes distinctifs qui feraient qu'on dirait « Hey, on est vraiment au centre-ville de Magog, c'est évident à première vue, on n'a qu'à regarder ceci ou à avoir cette ambiance, puis on sait qu'on est vraiment à Magog. » Vous savez aussi sûrement, puis je pense que Philippe l'a abordé, qu'il y a des règlements des plans d'implantation et d'intégration architecturale depuis au moins 15 ans à la ville de Magog. Donc, Mathieu, est-ce que tu as pu terminer tes groupes? Bien, en fait, ce que je propose, c'est pas tout à fait terminé. Donc, ce que je propose, c'est quand même de les lancer tout de suite. Puis, il y a quelques personnes, peut-être une quinzaine de personnes qui seront invitées à se joindre à un sous-groupe dans les prochaines minutes, là, le temps qu'il me faut techniquement pour ajouter ces gens-là. Donc, je continue et termine le travail en ce moment. Parfait. Donc, certains vont pouvoir déjà être en sous-groupe. Je vous rappelle que les élus et les employés seront là à titre d'observateurs pour vous entendre. Donc, M. Charette et tout autre qui avait des commentaires, ça sera le moment. Puis, vos animateurs, animatrices vont colliger ces informations-là. Alors, je vous souhaite des échanges fructueux et on va se retrouver en groupe dans quelques minutes quand ça sera terminé. Donc, vous avez entendu le message, on poursuit avec l'enregistrement. Alors, je pense que si c'était comme dans mon groupe, vous avez eu de bons échanges, on en aurait pris encore pour plusieurs minutes. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Alors, je sais que tout est colligé, mais j'aurais envie d'entendre finalement quelques animateurs pour voir comment ça s'est passé dans vos groupes. Alors, peut-être que je demanderais à Geneviève dans son groupe, je ne sais pas quel groupe tu avais, Geneviève, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Oh, pardon. Ben oui, ça s'est bien passé dans le groupe. Il y a eu des belles discussions et oui, je vais vous informer dans le fond ce qui a été récolté. Donc, un avantage, puis je vais y aller un peu, pas nécessairement question par question, mais je vais comme vous le dire à peu près tout ce qui a été mentionné, donc, parce que ça se recoupe quand même d'une certaine manière. Donc, un avantage du centre-ville, c'est que c'est court, c'est compact, c'est proche du lac aussi, puis on devrait trouver des manières de pouvoir connecter, en fait, cette partie-là au lac, qui a
ambiance à elle, puis une diversité d'offres au niveau des commerces, au niveau en tout cas, de tout ce qui est disponible. C'est une rue qui est la partie qui est piétonne, avec des éléments distinctifs. L'affichage aussi qui est sobre en bois et en bois qui est apprécié. Par contre, au niveau de la signature architecturale, ça n'a pas été nécessairement comme quelque chose de reconnu. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de... C'est éclectique. Ça fait partie de son charme et dans d'autres personnes aiment moins ça. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient plus allons-y pour rester dans le look de l'architecture du début du 20e siècle et puis continuer dans cette tradition-là, dans le genre comme la caserne de pompiers, le look loyaliste géorgien et puis d'autres buildings qui ont été nommés comme le Doldorf, la Banque CIBC, l'ancien Oragon, qui étaient dans le fond tout le temps building, mais je vais le dire en français, des bâtiments qui étaient très utiles et très jolis en fait. C'est sûr qu'il y a certains bâtiments, comme le bâtiment des Jardins, qui est comme moins intégré. Donc, il y a eu quand même, on ne sent pas qu'il n'y a pas de petit commerce. Ça, c'est comme un grand espace qui est pris pour ce bâtiment-là. Puis ça coupe, en fait. Puis même, les gens pourraient ne pas se rendre plus loin sur la rue parce qu'ils pensent que c'est terminé la section où ils peuvent consommer et s'en profiter. Une proposition qui est là, c'était de séparer éventuellement la partie patrimoine puis la partie un peu plus moderne, donc de faire comme un centre-ville, mais avec la partie patrimoine puis une partie un peu plus moderne ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, par rapport justement au grand building, bien, éventuellement, limiter la longueur des façades pour continuer à garder le cachet actuel. Et puis, il y avait aussi donc de protéger les bâtiments qui sont d'intérêt, d'éviter des trous dans la trame commerciale. Les éléments, c'était la brique rouge, les jeux de briques, les corniches, avec les façades qui sont caractéristiques. On aime ça que ce soit, oui, le moderne dans la structure, mais on veut que l'extérieur soit, qu'on reconnaisse le cachet de Magog. Il y a aussi qu'on veut que ça reste près de la nature et moins écrasé par des gros bâtiments. Et par rapport au parc, il y a un parc qui n'est pas nécessairement dans une forme idéale. Donc, ce serait de trouver une manière de le rendre un peu plus grand, plus accessible pour avoir plus d'accès et que ce soit plus... c'est le parc des Braves. Des Braves. Donc, le parc des Braves qui a besoin d'être revitalisé. En ce qui concerne le fait que donc des propositions, c'est ça. Donc peut-être éventuellement d'ajouter de la couleur avec des boîtes florales, puis mettre des éléments qui sont chaleureux dans le mobilier urbain. Et une proposition aussi, c'est parce qu'en tant que citoyen, oui, on a des idées de qu'est-ce qui peut être fait, mais il y aurait un intérêt à ce qu'il y ait un travail qui soit fait, justement, puis j'imagine qu'on s'en va dans cette direction-là pour arriver avec une stratégie architecturale puis après ça, faire des propositions pour après ça être capable de revenir avec les citoyens à cet effet. Les terrasses, les restaurants et voilà. Donc, mais c'est ça. Puis vraiment l'importance de conserver qu'est-ce qui existe dans le look qui est présentement à Magog. Merci Geneviève. Ça sera recoupe beaucoup ce qui a été discuté aussi dans mon groupe. Je demanderais, tiens, rapidement à Benjamin s'il y a peut-être des éléments différents de ce qui a été discuté dans le groupe de Geneviève. Oui, je voulais féliciter ma gang aussi. Il y a des échanges très cordiaux. C'était très constructif. Merci beaucoup. C'est un peu certains points qui se répètent. Hein. La brique rouge, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un incontournable de l'architecture de Magog. Le cachet commercial, on aimait beaucoup. On aimait que ce soit à échelle humaine, que ce soit plus petit. C'était convivial pour piétons aussi, ça a été souligné, mais il y a encore du travail à faire. Et sinon, là, le point le plus consensuel, je pourrais dire, c'est l'importance des percées visuelles vers la rivière.
Ça a été presque unanime, là. Et sinon, ben, des éléments à prendre en considération là, pour préserver le cachet, ça pourrait être de laisser justement un aspect plus convivial, piétonniser peut-être la rue ponctuellement, préserver le mode de vie avec les petites boutiques, les restaurants, vraiment les parcours un peu pittoresques à préserver. Et insister aussi sur l'offre culturelle, la musique. On avait parlé de mural aussi. Donc ça, ce serait peut-être des points. Et sinon, pour ce qui est des rappels là, dans les nouveaux projets, on a parlé d'ornementation. Donc, en termes d'architecture, que ce soit autour des fenêtres, que ce soit les corniches, que ce soit l'affichage aussi, insérer l'affichage convenablement avec l'existant. Et aussi, penser à la mobilité dans les nouveaux projets. On parlait du stationnement, comme quoi la rue est déjà encombrée par du stationnement. Alors, peut-être de penser cette offre de stationnement et une mobilité plus durable dans les nouveaux projets. Je sais que ça dévie un peu de l'architecture, mais ça a été souligné quand même. Non, ben en fait, dans notre groupe aussi, ça a été mentionné. Donc, ça fait partie de l'ambiance en général. Ben, merci infiniment, Benjamin. Merci, Geneviève. Finalement, avec ces deux commentaires-là, je pense que ça regroupe vraiment l'ensemble des discussions. Alors, j'inviterai de nouveau Philippe à venir vous présenter le deuxième point qui sera discuté, soit la hauteur et la densité. Donc, Philippe, ça serait à toi. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, la deuxième thématique qui sera discutée ce soir sera celle de la hauteur des bâtiments pour densifier le centre-ville. Actuellement, la hauteur est limitée à 3 étages, à quelques exceptions près, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit environ 25 propriétés qui pourraient demander un 4e étage à certaines conditions. Je voulais vous présenter l'image parce que c'est l'image que tout le monde a vue dans les journaux, en fait, au cours de la dernière année. C'est le premier projet, en fait, qui a eu des esquisses, qui est dans l'endroit de l'ancien Rossi. Là. Ça a été même mentionné dans notre sous-groupe si ça allait être affiché. Donc, la réponse est oui. On va le montrer une fois. Le but, ce n'est pas de débattre du projet en question ce soir, ni des prochains, s'il y a lieu, mais que vous compreniez bien. Puis une image aux 1000 mots, dans le fond, l'illustration de gauche, qui est une coupe de rue, ça représente bien à droite ce que ça pourrait être. Ce qui pourrait être fait, en fait, c'est un 4e étage avec un retrait de 2,5 mètres en haut. Puis le 4e étage, bon, vous voyez des balcons. En fait, les règles, c'est justement qu'il n'y ait aucun balcon au 4e étage. Donc, l'image n'est pas représentative nécessairement à 100% du projet qui pourrait être réalisé à cet endroit-là. Là. Mais ça vous donne une idée également. Le 4e étage n'a pas la même signature architecturale que les étages inférieurs. Puis c'est voulu et ça fait partie des critères d'évaluation pour créer vraiment une distinction, puis donner une impression de 3 étages en moyenne sur la rue principale. Le retrait en question, je mets l'emphase dessus parce que ça n'a pas été sorti en fait au hasard. Ça représente environ la distance nécessaire pour qu'un piéton qui marche n'importe où sur la rue principale, même sur le trottoir opposé, ne pourrait pas voir, ou presque pas, ce n'est pas une science exacte, là, mais le fameux 4e étage. Donc, vous avez une illustration ici qui donne une bonne idée de la rue principale avec ses 4 voies, deux voies et deux stationnements de chaque côté. Un trottoir, ça fait environ 15 mètres l'emprise de la rue, puis des bâtiments de part et d'autre. Donc, ça vient de là, le fameux retrait de 2,5 mètres. La prochaine image, en fait, vous allez bien reconnaître là, une vue, une des plus utilisées, qui est l'intersection Mary principale. Donc, vous voyez bien la perspective de la rue. C'est une photo Google Street View, mais très, très récente, là, qui suivent les travaux de revitalisation, de réaménagement, pardon, de la rue principale. Ça a été pris, là, on le voit dans le coin, novembre 2021, là, à l'automne passé. En fait, je voulais vous la montrer pour que vous compreniez que vous voyez, juste au premier coup d'œil, la majorité de la rue principale, à l'heure actuelle, a plutôt 2 étages. On voit, là, juste à l'œil, ça a plutôt 2 étages. Il y a quelques 3 étages un peu plus loin que les premiers bâtiments.
Malgré que 3 étages soient autorisés depuis très, très longtemps sur la rue principale. C'est minimum 2, maximum 3. Donc, il y a des bâtiments d'un étage qu'on peut présumer en droits acquis. Là. Je resterai juste sur l'image, Mathieu. Puis, en fait, c'est pour vous dire que ça a pris 125 ans en moyenne à arriver à ce résultat-là, qui a évolué. Le paysage a changé graduellement. Ça a été dit dans mon sous-groupe là, que c'est au fil des ans qu'il y a eu des rénovations, des changements d'enseigne, des changements de commerce, etc., des feux, évidemment, des reconstructions. Mais donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va autoriser dans les prochaines années, ça va être fait, mais ça ne sera pas fait du jour au lendemain non plus. Hein. C'est des constructions, des occasions d'affaires qui vont faire qu'il y a à un moment donné un bâtiment qui va pousser de 3 étages, possiblement un de 4 étages, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas penser que la réglementation fait changer tout le projet de la rue principale en un claquement de doigts, en fait. Fait que le paysage des 100 prochaines années ne sera pas le même jour 1 et dans 100 ans. Donc, c'est juste pour que vous compreniez bien que l'urbanisme, ben, c'est du très long terme, puis je pense que vous le savez, ça a été dit à plusieurs reprises. Je voudrais vous montrer en fait un bâtiment, deux autres immeubles de la rue principale qui font partie des 25 immeubles qui pourraient demander un 4e étage. C'est l'intersection opposée. Là, on se retrouve Mairie et rue Sherbrooke. Il y a un terrain vacant à gauche et un immeuble de 3 étages à droite. En fait, concrètement, ce qui pourrait arriver, c'est que les promoteurs devront démontrer une bonne intégration s'ils veulent faire 4 étages par rapport aux immeubles voisins. Le fait que ce soit un immeuble en coin, le retrait devrait être fait sur les deux voies publiques, à la fois la rue principale et la rue Sherbrooke, pour le bâtiment de droite. D'autres critères, ce serait évaluer l'impact d'ensoleillement, le cas échéant, sur tous les voisins en arrière et du côté gauche. Ça serait également d'assurer une continuité du cadre bâti avec les voisins. Dans ce cas-ci, ça se trouve qu'il y a déjà une rue tout de suite après, qui est la rue, je ne veux pas dire n'importe quoi, je n'ai pas d'Eragon, mais il y a également un nouveau bâtiment qui a été construit de 3 étages. Donc, sur lequel on doit toujours se fier aux nouveaux projets qui ont pu voir le jour ou des vieux bâtiments. Puis, on a fait l'exercice de créer la liste souvent en prenant les projets, des immeubles voisins. On les a pas pris individuellement, mis à part quelques exceptions, donc des bâtiments d'intérêt patrimoniaux qui sont presque isolés, comme je pense à la banque CIBC qui a son cachet à elle seule, ou le Liquor Store qui a également sa signature architecturale, puis on l'a pris un peu à part entière seul. Mais pour le reste, on a regardé les valeurs d'ensemble. Je voudrais vous montrer un exemple à l'opposé que justement, on a décidé de ne pas permettre aux propriétaires de demander un 4e étage. C'est ces 2 immeubles-ci qui se trouvent en fait à la partie pas centre de la rue principale, mais presque là, devant le Parc des Braves, en fait, où le pavage a été travaillé différemment. Ces bâtiments-là se trouvent en percée visuelle directe de la rue des Pins, qui est quand même une rue très importante qui mène au centre-ville de la ville de Magog. Donc, on a convenu, en fait, le conseil municipal a décidé de ceux-là, de ne pas les autoriser parce qu'il trouvait qu'il y avait une valeur d'ensemble, même si ce n'est pas des bâtiments historiques, ce n'est pas des bâtiments dans les 150 de valeur patrimoniale les plus fortes, mais ils avaient quand même une valeur importante dans leur ensemble pris en coupe de 2 ici. Donc, pour résumer un peu la question des hauteurs, puis tout ce que je vous ai expliqué, c'est vous avez ici une coupe, là, vraiment la coupe type de la rue principale, de comment elle pourrait avoir l'air à un endroit donné dans le centre-ville. À gauche, un bâtiment de 2 étages qui pourrait avoir un permis de plein droit ou qui serait existant à cet endroit-ci. C'est le minimum qui est autorisé. Puis face à lui, il pourrait y avoir
un bâtiment de 3 étages, 12 mètres maximum, comme vous voyez. Encore là, de plein droit. Puis ça, c'est la situation qu'on voit principalement sur la rue. Mais également, il pourrait y avoir un 4e étage pour plus ou moins 25 bâtiments, soit 20 des immeubles de la rue principale qui ont été choisis, non pas avec une étude exhaustive. Là, ça a été fait avec la division urbanisme puis le conseil municipal, mais que chaque projet à la pièce de 4 étages devrait faire l'objet d'une consultation publique, d'une démonstration d'intégration par le demandeur et tout le processus qui accompagne un amendement réglementaire qui est consultation de la population, zone visée, zone contiguë. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est très technique, mais pour vous dire que ce n'est pas simple de faire une demande pour un immeuble de 4 étages au centre-ville, puis ce n'est pas toute la rue principale. Sans en ajouter, je vous laisse discuter de la question de la hauteur et de la densification du centre-ville de Magog. Attends un petit peu, Donc, merci beaucoup, Philippe. Donc, encore une fois, ça nous permet d'avoir la même base d'informations pour aller poursuivre nos discussions en sous-groupe. Alors, on connaît déjà le processus, ça va être la même chose. On se retrouve en sous-groupe pour échanger. C'est bon, Mathieu, ça va? Oui, ça va. Donc, ne soyez pas surpris. Comme tout à l'heure, vous allez être invité à rejoindre votre sous-groupe. Pour la très grande majorité d'entre vous, c'est le même groupe. On a fait un peu de rééquilibrage. Il y avait des groupes plus nombreux que d'autres. Donc, certaines personnes ont bougé. Ne soyez pas surpris. Donc, vous devriez avoir l'invitation dans les prochaines secondes. Merci. Comme ça, je dis de nouveau rebonjour tout le monde. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. J'aimerais entendre le retour de peut-être 2 sous-groupes. Cette fois-ci, je vais demander à Natacha. Comment ça s'est passé dans ton groupe? Peut-être mettre ton micro, Natacha. Merci, oui. Moi aussi, j'ai un super bon groupe. Merci. Pour ce qui est de la première question, est-il souhaitable de permettre la densification? La question de pour qui on permet cette densification-là, elle répond à quel besoin cette densification-là? Est-ce qu'elle répond aux besoins de la communauté locale ou à des touristes ou des gens qui ont vraiment les moyens là, de se permettre des condos plus dispendieux. On parle aussi là, de si on n'a pas de logement abordable, c'est très difficile aussi là, d'héberger la main-d'œuvre locale. Je sais qu'il faut faire rapide. La question numéro 2, à quelles conditions? Je vous dirais là, que majoritairement, là, c'est aucune. Très peu sont favorables à augmenter la hauteur des projets. Par contre, s'il y a une proportion là, qui est conservée pour le logement social, ça peut en être une condition. Alors, c'est ça. Pour ce qui est de la 3e question, les terrains vacants, selon ce que je comprends, c'est que les lots qui sont vacants présentement, si on augmentait la hauteur, il y aurait un clash. Alors, c'est ça, peut-être que la hauteur, c'est ça, cette densification-là pourrait peut-être être limitée à des zones plus à l'extérieur de la rue principale, tout en s'assurant qu'il y a un plan harmonisé là aussi là, pour rejoindre les deux. Intéressant, merci. Merci pour ces commentaires-là de ton groupe. Je suis contente que tu aies un bon groupe. Je pense qu'Antoine aussi a eu de bons échanges dans son groupe. J'aimerais ça entendre, Antoine, ce que les gens avaient à dire. Tout à fait, on a eu de bons échanges constructifs parce que justement, il y avait eu certains points de vue divergents. Donc, au départ, le groupe a souhaité différencier les différents types de densité, donc bien la densité construite et la densité en termes d'habitants et de logements. Donc, en termes justement de densité d'habitants et de logements, je crois que le consensus est plus grand au niveau que justement le plus d'habitants, mais consolés de milieu de vie, etc. Mais certaines personnes dans le groupe ont plus de réticence concernant justement la densification construite justement en hauteur et on propose qu'il y a d'autres moyens de densifier. Mais il y a aussi donc, on parle également
de manque de logements et de terrains abordables au centre-ville. Donc, le fait de densifier en hauteur pour compenser ce manque en espace vacant et en logement. Ils ont également parlé donc des espaces à bureaux. Donc, ils ont voulu peut-être, la plupart ont mettre potentiellement un frein là-dessus, de voir avec le COVID et le télétravail et le mode hybride qui s'en vient, avant de redévelopper de nouveaux espaces à bureaux, de prendre le temps de bien évaluer quel sera le besoin à plus long terme à ce niveau. Donc, par la suite, donc, pour la densification des usages, on a aussi beaucoup parlé. Donc, certains souhaitent que la densité donne aussi une densification des usages, donc l'ajout de nouveaux usages pour consolider le milieu de vie. Et donc, on parle également de ne pas que accentuer sur la rue principale, que la rue principale, il y a certains enjeux architecturaux, etc., qui sont présents, mais il y a d'autres moyens également de densifier à l'extérieur de la rue principale pour certains niveaux. Donc, rapidement, je n'ai pas pu tout faire le tour, mais rapidement, c'est ce qui est ressorti. Ouais, c'est intéressant parce que ça vient compléter ce que le groupe de Natacha aussi avait exprimé. Ça rejoint aussi en grande partie ce que moi j'ai entendu dans mon sous-groupe. Alors, ben merci d'être encore là, d'être encore présent. On sait qu'on vous en demande beaucoup ce soir. Alors, on va immédiatement se porter vers la troisième thématique de la soirée. Et je vais inviter de nouveau Philippe à venir vous faire une mise à niveau. Merci, Sonia. Donc, la troisième et dernière thématique qui sera discutée ce soir, on est rendu au plus spécifique, en fait, au plus précis, c'est justement la question de l'hébergement commercial de type location à court terme, ou qu'on appelle résidence de tourisme dans le jargon plus institutionnel, ou Airbnb dans tous les jours. Il s'agit en fait des appartements, des maisons, au moins au centre-ville, des maisons complètes, là, mais c'est toute résidence louée moins de 31 jours, je vous le rappelle. Donc, c'est un usage commercial au niveau de la réglementation d'urbanisme, mais également au niveau gouvernemental à l'heure actuelle. Donc, on ne parle pas ici d'une chambre d'hôtel, on ne parle pas non plus d'un gîte ou d'un bed and breakfast. On parle vraiment de chambres en location à court terme, principalement au centre-ville. C'est important de démêler les concepts pour également indiquer que ce n'est pas un usage qui est autorisé partout dans la ville de Magog non plus. Ça demande un permis encore à l'heure actuelle pour faire cet usage-là commercial. Alors, même si vous habitez une maison, que vous partez à l'étranger, vous voulez louer votre maison à court terme, contre de l'argent, on s'entend. Donc, c'est un usage commercial. Vous allez apercevoir le petit panonceau si vous avez eu toutes les autorisations requises. Là. Donc, à la diapo suivante, là, la Corporation des hébergements touristiques du Québec délivre un panonceau écrit résidence de tourisme qui atteste que vous devez afficher visiblement pour indiquer que vous avez reçu toutes les autorisations requises. Mathieu, tu peux changer. Donc, le panonceau à droite, vous le voyez très bien, là, c'est celui-ci. Donc, je vous rappelle qu'au centre-ville, c'est 50 unités de logement long terme ou plus qui pourraient être convertis en location à court terme dans des immeubles existants à partir depuis 2021. Aucune mixité autorisée entre du logement court terme et long terme dans un même immeuble. Et dernière chose, s'il y a un nouvel immeuble qui est construit et qui demande cet usage commercial, il doit l'être à 100%. Donc, ça revient à aucune mixité possible. La Ville a été informée, en fait, suivant la consultation publique de 2021, de quelques inquiétudes par la population à autoriser cet usage-là au centre-ville. Je n'en nomme quelques-uns, puis on va vous écouter.
à savoir si c'est des perceptions ou si c'est fondé. Donc, parce que souvent, il y a des craintes, puis c'est justifié à certains égards. On parle, entre autres, j'en nomme quelques-uns, là, de risque de pénurie de logements pour les citoyens si on transforme des logements réguliers en logements commerciaux à court terme, en location court terme, pardon. La perte de sentiment de communauté, hein, les 150 logements dont je vous parlais, là, les 150 logements existants dans le quartier du centre-ville qu'on pourrait appeler ces gens-là qui le vivent au quotidien, s'ils voient apparaître de plus en plus la clientèle de passage, peut-être ça pourrait affecter ou pas le sentiment de communauté. L'accroissement de nuisances potentielles, des gens de passage, je veux dire peut-être des gens en vacances, des gens qui font la fête. Donc ça aussi, c'est une crainte qui a été soulevée dans la dernière consultation de 2021. Donc, à titre de rappel, je vous remets la carte. Donc, ça ressemble beaucoup à la zone d'études complète, mais on ne va pas jusqu'à la rue du Lac. Là. Les zones qui l'autorisent, c'est vraiment de Mairie à Sherbrooke. C'est la portion la plus, je veux dire, la plus occupée, la plus animée du centre-ville là, quand on parle, parce que le centre-ville, la limite, c'est dur à fixer, mais c'est vraiment la zone que vous voyez à l'écran. Donc, je ne prendrai pas plus de temps, là, la soirée à fil. Là, donc, on va aller retourner en sous-groupe discuter de la question que tout le monde avait sur le bout des lèvres dans les dernières discussions. On voulait en parler, mais là, on y est. On lance la discussion. Parfait, merci. Ah, puis ça inclut la place du commerce, je tiens à le préciser, parce que c'est comme quand même une rue, mais qui est assez profonde, là, avec plusieurs bâtiments. Là, elle est incluse au complet dans la zone qui pourrait accueillir ce genre d'usage. Bien, merci beaucoup, Philippe, pour ces mises à niveau à tous. Donc, bien, vous connaissez maintenant le processus. On va se retrouver de nouveau en sous-groupe pour la troisième thématique de la soirée. Donc, et ensuite, on va revenir pour la conclusion tout de suite après. Donc, encore une fois, vous allez avoir l'invite à votre écran qui va vous demander donc d'accepter de partir en sous-groupe. Il y a une main levée. Normalement, on ne prend pas de questions, à moins que ce soit vraiment technique, là. Avez-vous une question technique, Céline? Je suis désolée de vous appeler par votre prénom. Vous aviez la main levée. Ah, c'était une fausse manip. Très bien. D'accord, parfait. Donc, on part encore pour environ 25 minutes, puis on se retrouve de l'autre côté. Donc, ben, bon retour pour la troisième et dernière fois de la soirée. Encore une fois, on a eu, en tout cas dans notre groupe, vraiment encore toujours de bons échanges très cordiaux et très, très constructifs. Alors, je demanderai cette fois-ci rapidement, je sais qu'il est déjà 21 heures, je vous remercie d'être patient, d'être encore là. Peut-être à Mélissa de nous partager là, ce qui a été dit dans son groupe. Alors, Mélissa. Oui, donc l'arrivée des Airbnb, c'était plus ou moins favorable là, dans mon groupe autour de la table. Ce qu'on parlait plutôt, c'est de favoriser les logements, l'abordabilité des logements, de rendre des logements accessibles plutôt que de la location de court terme pour des touristes. Puis de ne pas séparer, dans le fond, la location court terme de l'ensemble des secteurs périphériques. Par exemple, la Dominion Textile pourrait être un secteur qui pourrait accueillir là, de la location. Puis, il ne faut pas garder en tête, il faut garder aussi en tête que les gîtes au centre-ville font partie intégrante de l'offre commerciale. Puis, l'analyse de l'offre et la demande doit aussi comprendre là, ces commerçants qui font partie, là, qui sont de l'ADN du centre-ville. Puis, il y avait certaines problématiques là, au niveau, par exemple, de la gestion des déchets qui a été là, et le bruit par l'arrivée des nouveaux arrivants. Donc, table peu favorable au niveau là, de la location court terme. OK, bien, merci beaucoup, Mélissa. En fait, même chose chez nous. Je demanderais à Jules, si Jules est là. Oui, comment ça s'est passé? Bonjour tout le monde. Nous autres, on a eu des très belles discussions. Pour ce qui est de la première question, les gens dans le groupe étaient surtout craintifs que le Airbnb pourrait amener des saisons plus creuses
où est-ce qu'il y aurait moins de gens qui viennent au centre-ville, comparément à, par exemple, s'il y avait des logements qui étaient loués à toute l'année. Ces gens-là, ils sont là 12 mois par année, donc ils peuvent utiliser les commerces et tout pendant les 4 saisons. Puis, il y avait aussi une grande crainte là, que ça pourrait nuire à l'accessibilité des logements locatifs au centre-ville. Puis, il y a un point super intéressant qui est sorti. Quelqu'un disait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'auto, puis qui ont besoin de logements au centre-ville à proximité des commerces. Donc, s'il y a plus d'Airbnb, moins de logements, ça pourrait entraîner, disons, des problèmes à ce niveau-là. Pour ce qui est de la deuxième question, pour ce qui est des opportunités, donc je pense que tout le monde était super en faveur du fait que ça va amener beaucoup d'argent en ville, aider nos commerces, l'économie, autant touristique, nos commerces proches, mais aussi pour la montagne de ski et tout ça. Mais, oui, puis c'est ça. Puis finalement, on disait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être dans des hôtels, ils veulent être dans des Airbnb. Donc, le fait d'avoir cette offre-là en ville amènerait possiblement des gens qui ne viendraient pas autrement. T'sais, ils veulent du Airbnb. Puis pour finir là, rapidement avec la dernière question, pour ce qui est des conditions, les gens étaient plus ou moins indifférents par rapport à une condition de durée de location. Ça ne leur dérangeait pas que ce soit 1 jour, 2 jours, 1 mois. Il n'y avait pas vraiment de préférence. Puis ils disaient finalement que les applications dans lesquelles fonctionne la location court terme comme Airbnb, amène déjà pas mal de conditions. Puis aussi, il y a un système de référencement qui fait que la majorité des propriétaires ils vont essayer de sélectionner des bons locataires. C'est donc, intéressant. prendre le tour. Je suis désolé à mon groupe si je n'ai pas tout dit, là, mais c'est une très belle discussion. Non, mais on sait que tu as tout colligé, puis c'est ce que je tiens à vous réitérer à tous et toutes participants, participantes, c'est que les animateurs, hein, on avait la responsabilité, le devoir vraiment de noter vos commentaires, vos points de vue. Et donc, merci à vous, participants. Je vais laisser peut-être Mathieu vous parler des prochaines étapes. Mathieu? Oui, c'est vrai, c'est à moi. Hein? Oui, sinon, je peux le faire. Non, ça va. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous partager mon propre écran. Cette fois-ci, le contrôle des diapos est le même que la personne qui parle. Donc, les prochaines étapes. Sachez tout d'abord qu'à venir, dans les prochains jours, il y a un sondage qui va être mis en ligne donc le 25 février par la Ville de Magog directement sur leur site Web. En fait, sur la section consultation citoyenne du site Web de la Ville de Magog. Il sera en ligne jusqu'au 11 mars, donc vous avez un bon 2 semaines pour le remplir. Ensuite, il y aura une compilation des données, à la fois les données du sondage et toutes les données prises en note aujourd'hui par l'équipe d'animation. Par la suite, Sonia et moi allons rédiger un rapport basé sur ces constats factuels. Et puis, l'objectif, et pour l'instant, c'est ce qui est prévu, c'est de revenir au public en conseil municipal au mois de mai 2022, donc quand même très bientôt, dans le courant du printemps. Donc, voilà pour les prochaines étapes. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a donc toujours la section consultation de la Ville de Magog, du site Internet de la Ville de Magog, donc ville.magog.qc.ca/consultation-centre-ville. Et puis, donc vous pouvez, là, je vais rester un petit peu sur cette diapositive-là un certain temps pour que vous ayez le temps de prendre en note l'adresse web. Si jamais ça vous intéresse. Donc, il y a beaucoup de documentation à cet endroit-là. Notamment, il y avait, je crois, le PowerPoint en bon français, le document de présentation de ce soir avec toute l'information que Philippe a présentée notamment. En fait, tout ce qu'on vous a défilé ce soir est là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mathieu, avec aussi quelques questions-réponses qui étaient le plus souvent posées. Je sais que dans les groupes de discussion, il y a eu aussi quelques demandes de précision sur certains documents. Donc, on verra avec les gens de la Ville si c'est possible de les mettre à cet endroit-là. Alors, c'est vraiment un point de chute, comme Mathieu vous le disait, pour aller chercher de l'information en lien avec cette consultation-ci. Évidemment, le sondage est sur cette
page-là, donc sur la page consultation centre-ville. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, nous vous invitons aussi à le publiciser autour de vous. Si vous connaissez des gens qui auraient souhaité participer ce soir ou d'autres gens qui souhaiteraient donner leur opinion, bien, nous vous invitons à partager au plus grand nombre possible le sondage ou en fait le site du sondage. Donc, là, je vois que j'ai une main levée. Sinon, je vous souhaiterais, je ferai mes mots de la fin. Donc, Mme Gagné, est-ce que c'était une main? Oui, je voudrais savoir deux choses. D'abord, est-ce que l'enregistrement de ce soir sera accessible? Non, il n'est sur pas le public. Même site? Il n'est pas public. Pardon? Non, il ne sera pas public. Non. OK. La deuxième chose, c'est que je voudrais que vous preniez en... Madame, vous avez fermé votre micro. Excusez-moi, oui. Prendre en considération que vous n'avez pas permis, c'est pas vous, là, c'est la ville, n'a pas permis aux gens de l'extérieur de la ville de Magog de participer. C'est dommage parce qu'ils sont des consommateurs, ils visitent Magog, ils amènent des touristes à Magog et ils n'ont pas été entendus. Donc, je ne sais pas si c'est possible que vous mettiez comme recommandation dans une prochaine activité de consultation que tout le monde est accessible. S'il y a trop de monde, bien, vous choisirez de donner préséance aux résidents ou aux citoyens de Magog. C'est entendu. Mais, bien entendu, on va arrêter cette intervention-là. On manque de temps, il est 9h10. C'est noté, Madame Gagné. Et puis, l'enregistrement sera, merci beaucoup pour votre commentaire, et l'enregistrement sera rendu disponible sur le site. Donc, on vient de le confirmer. Donc, voilà. Alors, sur ce, moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. D'abord, vous remercier de votre grande attention, de votre grande participation, d'avoir pris ce temps-là pour pouvoir exprimer et partager vos commentaires sur le devenir de votre centre-ville. Alors, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous et toutes.